La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ne peut pas parler tout à fait de la vie de Solzhenitsyn, il faudrait plutôt parler de ses vies. Bertrand Leménien en a dénombré 7 hier à ce micro, parmi lesquels sa vie de soldat, sa vie au goulag, sa vie de malade miraculeusement guéri dans le pavillon des cancéreux, sa vie d'écrivain célébré dans son pays, puis mis au banc et expulsé, son exil aux États-Unis et sa mort dans cette Russie qu'il aimait tant. Notre émission d'hier est bien entendu disponible à la réécoute. On peut difficilement évoquer Solzhenitsyn sans parler également de l'autre grand écrivain russe du goulag, Ivan Chalamov. Nous lui consacrerons la seconde partie de cette semaine dans la Compagnie des auteurs, avec d'abord Sophie Bénèche qui viendra mercredi nous parler de sa vie, puis Claude Mouchard qui s'attardera, lui, sur l'œuvre de l'auteur des Récits de la Kolyma. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour analyser davantage la littérature de Solzhenitsyn, nous sommes avec vous. Georges Niva, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la littérature russe et traducteur de Solzhenitsyn. Vous écrivez sur lui depuis 1970 et on peut même aller jusqu'à dire que c'est toute une partie de votre vie qui a été accompagnée par Alexandre Solzhenitsyn. Cela date du jour où vous avez découvert son récit, Une journée d'Ivan Denisovitch. C'est un texte que vous aviez lu dans la revue Novi Mir, où il avait paru, je crois que c'était en 1962. Oui, bon, j'étais abonné. À l'époque, je faisais mon service militaire. Je rentrais d'Algérie. Et voilà, j'ai reçu le numéro 11. Je l'ai lu avec peine parce que la langue d'une journée d'Ivan Denisovitch est remplie de régionalisme, de dialectisme de la région de Ryazan. Mais j'étais admiratif parce que, bon, d'abord, je me rendais compte de l'événement que ça représentait, c'est-à-dire la levée du tabou du goulag à l'intérieur de l'URSS, levée qui était due à l'auteur et à la permission donnée par Khrouchtchev. Et puis ce petit chef-d'œuvre où vous avez un résumé de l'humanité dans sa condition réduite à l'inhumain, avec la résistance à l'inhumain de ce petit maçon, de ce petit bonhomme, Ivan Denisovitch, qui a plusieurs prototypes, nous a expliqué Alexandre Solzhenitsyn, qui a été au camp en Allemagne, prisonnier, qui revient chez lui. Comme tous les prisonniers, pour le récompenser, Staline l'envoie un deuxième camp chez lui en Sibérie. Ça, c'est normal. Il y a le disonnier qui... Les liens entre lui et le disonnier sont extraordinaires. C'est une famille, n'est-ce pas ? On vit en famille pour survivre. Le disonnier avec ses hommes. Et au premier rang, il y a Ivan Denisovitch qui construit le mur d'une future prison. Alors là, il a reçu Solzhenitsyn. Bon, c'est la gloire. Oui. La gloire d'un seul coup. On comprend bien en vous écoutant, Georges Niva, à quel point vous avez vécu en Solzhenitsyn depuis ce début des années 70, où vous avez donc commencé à écrire sur Alexandre Solzhenitsyn en dirigeant un cahier de Lerne. C'était en 1971 à l'époque. Je crois qu'on ne savait pas grand-chose sur lui à l'Ouest quand vous avez fait paraître ce cahier de Lerne. Oui, on a traduit par exemple des textes de Kopylev, le germaniste, qui est l'ami de gauche du personnage central du premier cercle. C'est Gleb Nergin, un alter ego de Solzhenitsyn. Il y a l'ami de droite, Sologdin, qui dans la vie est un mathématicien qui s'appelle Panin, et l'ami de gauche. Et c'est... beaucoup se joue entre ces deux amis qui, lorsqu'ils se sont revus, ont fait une photo célèbre qui est les trois mousquetaires d'après Dumas. И не осталось почти никому рассказывать о том, как на самом деле было.
À cause de ces déclarations publiques, presque tous les critiques me prennent pour un homme politique. Je n'ai lu que des jugements sur mes prises de position politiques. Je ne connais pratiquement pas d'articles critiques sur mon œuvre. Mais ce qui est vrai, c'est que votre célébrité comme rescapé et dénonciateur du goulag, comme ennemi juré du communisme, fait parfois oublier que vous êtes avant tout et d'abord un écrivain. Oui, j'en ai beaucoup d'amertume. Plus j'avance en âge et plus je suis triste d'être célèbre non pas pour mon activité principale, mais pour mon activité secondaire. Georges Niva m'a consacré un livre. Voilà, ça c'est un livre de critique littéraire. En France, plus qu'ailleurs, on prête attention à cet aspect-là de mon œuvre. Mais aux États-Unis, non. On me considère uniquement comme un homme politique. Un entretien avec Bernard Pivot dans lequel on entend que Solzhenitsyn vous savez gré, Georges Niva, d'avoir vu en lui d'abord un écrivain avant de voir un dissident. Oui, c'est mon livre qui était dans les écrivains de toujours au Seuil. Et il a été traduit en russe par mon défunt ami Simon Markish, le fils du poète yiddish Peretz Markish, et moi-même, ensemble. Et à ce moment-là, j'ai pu l'envoyer. Il a pu le lire. Et il m'a envoyé une lettre merveilleuse que j'aime beaucoup, qui est encore aujourd'hui exposée à la mairie du 5e dans l'exposition que j'ai faite. Qui se termine aujourd'hui, il faut se précipiter si on veut la voir. Voilà, ça se termine malheureusement, mais elle était accompagnée quand même de 2 pages dactylographiées sur les erreurs que je devais corriger. Ah oui. Il y a un côté quand même colérique aussi qu'on entend dans cet entretien avec Bernard Pivot. Il y a une colère un petit peu sourde. Ça lui ressemblait, ça ? Bon, écoutez, moi je l'ai vu beaucoup rire, je l'ai vu dans des humeurs variées. L'essentiel, c'est que c'est un homme qui va tout droit dans son chemin et il ne faut pas le déranger. Vous voyez, dans Le Pavillon est cancéreux, il présente un monstre qui est dans une chronique médiévale russe, mais qui vient de récits apocryphes bibliques, Kitovras, qui rend visite à Salomon, le roi Salomon, et qui va tout droit. Et puis il y a une pauvre femme qui a une maisonnette qui va être démolie par le monstre et qui le supplie. Kitovras, je t'en prie, fais un détour. Kitovras fait le détour. Ce qui fait que Solzhenitsyn est comme Kitovras. Il va tout droit, mais il fait le détour quand l'amour de l'humanité l'oblige. Oui. Il va tout droit dans son œuvre aussi. Il est une grande voix, et une grande voix qui ne distingue pas l'art et le combat. C'est précisément ce que vous avez, disait-il en archive, compris mieux que d'autres. C'est quand même d'abord un artiste avant d'être un combattant. Vous savez, il voulait être le jeune garçon. Alexandre, il voulait être écrivain. Il commence les œuvres complètes d'Alexandre Solzhenitsyn à 9 ans. Bon, on peut dire beaucoup de garçons commencent comme ça, ou beaucoup de petites filles, je ne sais pas. Mais il y a quand même une espèce d'obstination. Cet homme a écrit dans les 15 000 pages. Son œuvre est considérable. Ça va faire 30 tomes dans l'édition complète que fait Nathalie Solzhenitsyn à Moscou. Il pouvait travailler jusqu'à 17 heures par jour. Alors, c'était pas quelqu'un qui pouvait se contenter de 2 ou 3 heures de sommeil, comme ça arrive à certains d'entre nous. Non. Donc, il avait des hallucinations. Parce que quand vous vous privez de sommeil, il avait des hallucinations. Donc, c'est un homme volontaire avant tout. Le travail littéraire le porte comme un tsunami. Voilà. À certains moments, il a aussi eu quelques passages à vide qu'il décrit. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que pendant les 20 ans qu'il écrit La Rouge, qui est la suite, en somme, de l'archipel du Goulag, il tient un journal qui est son confident. Et après 17 heures de travail, il va encore
confier ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, ce que je devrais faire demain, ou des petites réflexions différentes sur l'écriture, la beauté, la laideur. Et c'est ce journal qu'on peut lire aujourd'hui aux éditions Fayard. Alors, dans le Cahier de Lerne, donc publié une première fois en 1971 et puis republié l'an dernier sous votre direction, Georges Niva, vous avez commencé par des poèmes pour montrer, j'imagine, que c'est ça qui était pour vous le plus important et le plus inattendu chez Solzhenitsyn. Ce sont des petits poèmes en prose. Alors, il y est question de la nature, de l'air qu'on respire après la pluie, de son odeur, d'un caneton aussi, des reflets dans l'eau. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de Solzhenitsyn ? Vous savez, d'abord savoir ce qui est premier, la poésie ou la prose dans l'histoire de l'homme écrivain, c'est difficile. On dit souvent que c'est quand même la poésie qui est première par rapport à la prose. Pour Chalamov, que vous avez cité, Chalamov se voulait avant tout poète. À mon avis, il était pour beaucoup un graphomane en poésie. C'est ce qui a fait que sa querelle avec Pasternak. Mais de la poésie, on peut passer à la prose. La prose de Solzhenitsyn a des moments poétiques qui sont magnifiques. Il a des constructions poétiques. Il a une espèce de pneumatisme qui est magnifique et qui immerge tout. Mais il a voulu être poète. Les 12 000 vers de son œuvre mentale, composée mentalement et remémorée avec un petit chapelet au goulag, un petit chapelet de mie de pain, ces 12 000 vers qui sont un petit peu écrits à la manière de la comédie Le malheur d'avoir trop d'esprit de Griboyadov, qu'il connaissait par cœur. Mais c'est quand même pas ça qui a fait le grand et le vrai Solzhenitsyn. Mais... Alors qu'est-ce qui fait le grand et le vrai Solzhenitsyn ? Est-ce que c'est d'être un dissident à la manière de Tolstoï, par exemple, à une époque qui est évidemment très différente, mais qui se recoupe aussi. Tolstoï se bat, dénonce le régime, l'ancien régime, alors que Solzhenitsyn dénonce lui le communisme. Quel parallèle on peut faire entre ces deux grands écrivains russes ? Bon, d'abord, c'est vrai que Tolstoï est très présent pour Solzhenitsyn, parce que quand il écrit un roman historique, évidemment, il a derrière lui ou devant lui la l'ombre de Guerre et paix. On ne peut pas faire autrement, pas seulement quand on est russe, mais quand on est européen. Enfin, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il envisage de refaire Guerre et paix pour le XXe siècle, quand même. Et pas seulement, parce que dans Guerre et paix, Tolstoï veut nous démontrer, il n'y arrive pas vraiment, mais les échecs d'un grand écrivain sont en eux-mêmes splendides, il veut nous démontrer que la volonté individuelle ne joue aucun rôle. Que le petit Napoléon Bonaparte ne joue aucun rôle, il le ridiculise. C'est pas très convaincant. Tandis que, au contraire, Solzhenitsyn veut nous montrer que la volonté, le volontarisme peut tout changer. Et ça, il l'a mis en pratique lui-même. Donc c'est la volonté de l'homme, c'est le choix personnel de chacun entre le bien et le mal qui crée ce qu'il appelle l'ordre intérieur, Georges Niva. Oui, vous savez, il y a quelque chose d'un peu existentialiste au sens sartrien du terme, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on fera en situation. Quand on sera dans la situation, et est-ce qu'on va pencher vers le bien, vers le mal ? La non-rencontre entre Solzhenitsyn et Sartre a été commentée parce que Sartre voulait le voir et Solzhenitsyn n'a pas voulu le voir en disant ça ne donnera rien notre rencontre, mais si on analyse, il y a quand même des petits points de rencontre abstraites entre eux. Bon, ce qui fait la grandeur de l'œuvre, c'est véritablement l'énergie. Vous voyez, le premier cercle, par exemple, c'est la prison laboratoire. Vous avez une intrigue presque policière avec le diplomate Volodine qui trahit son pays en voulant servir l'humanité. Et vous avez les prisonniers qui sont chargés de déchiffrer qui a lancé ce coup de téléphone.
eh bien, ces prisonniers, ils sont tous très jeunes, comme l'était l'auteur, il faut bien voir, très jeune, bondissant d'énergie, et ils font une espèce de procès du prince Igor, selon le code pénal soviétique. C'est très drôle. Alors, le compositeur français Gilbert Ami, dans son opéra sur la charachka, a mis en scène de façon très amusante ce procès du prince Igor. Mais en tout cas, ce qu'il faut peut-être en retenir, c'est justement cette idée, vous le disiez, qu'une action individuelle, un choix, au fond, est toujours possible et dans toutes les situations. C'est ce qui est la colonne vertébrale de la pensée individualiste, peut-être peut-on employer ce mot-là, de Solzhenitsyn. Bon, individualiste, je ne serais pas tout à fait d'accord parce que pour lui, si vous voulez, les moments où la personne, il est personnaliste, les moments où la personne rejoint l'esprit et le divin sont des moments très importants et c'est les moments véritablement de grande beauté dans le pavillon des cancéreux, par exemple, dans le premier cercle. Mais ça diminue au fur et à mesure dans son œuvre, qui s'emplit d'une certaine mélancolie. Самая большая температура, при которой я работал, была 35 градусов. Je me souviens un jour, la température la plus basse à laquelle j'ai travaillé, c'est moins 35. Иногда с 35 не пускали. Le sort en avait décidé ainsi. Как-то вышел в тот день, там колебания на 1 градус. On nous gardait à l'intérieur à moins 35 degrés, parfois à moins 40. 35, ах, тяжело же. Таскали носилки. Ce jour-là, il y avait une différence d'1 degré et nous sommes partis. Жизнь не проклинали. Moins 35, c'était abominable. Наоборот, как раз в одну из Ce таких. jour-là, nous avons transporté des brancards avec un camarade. Я и придумал самого Ивана Денисовича. Vous en avez voulu à la vie? Думаю, вот бы такое написать. Non, c'est pendant l'une de ces journées que j'ai eu l'idée d'écrire Ivan Denisovitch. И чтобы ничего Racontez juste ça, страшного, sans plus. ничего сенсационного. Une journée où rien de terrible ne se passe, Нормальный день. rien de sensationnel. Donc, il est un nourrisson de la Révolution. Son grand-père est un ennemi du peuple qui finalement sera fusillé. Il connaît pas son père qui est né. Il est né 6 mois après la mort de son père. Mais il s'est débattu pour essayer de devenir un homme libre. Et au fond, ce combat, il l'a mené d'abord contre lui-même. Alors, ce qu'il y a de beau chez lui... Parce que lui-même était communiste profondément dans sa jeunesse. Il ne donne pas de leçons avant de l'avoir donné à lui-même. Et ça le différencie de beaucoup. Et ça le différencie, je dirais, de l'idéologue que l'on dépeint souvent comme s'il était un donneur de leçons. Oui, à certains moments, il s'est cru dans le devoir donner des leçons, y compris à l'Occident. Parce que l'Occident croyait, quand il est arrivé, que le dénonciateur du régime soviétique allait forcément être un adulateur du régime occidental. Bon, ça n'a pas du tout été comme ça. La première émission de Pivot, de ce point de vue-là, a été extraordinaire avec Jean Daniel, qui lui dit quand même, vous n'allez pas nous faire l'éloge du système colonialiste. Or, non seulement il ne faisait pas l'éloge, mais il était un imprécateur. Il a bondi de son fauteuil, je me le rappelle parce que j'étais là dans l'émission, et il était encore très très jeune, ça se voyait. Ensuite,
Et il a pris cette tête, vous voyez, de Starets, un peu comme Dostoïevski, et qu'on le veuille ou non, ça a influencé les commentaires qu'on porte sur lui. Mais si on prend les premières photos du jeune homme, les commentaires seront différents. Alors, ce couteau qu'il avait bien remué dans la plaie de l'utopie soviétique, il l'a remué dans la plaie de l'Occident. Donc ce projet, qui est d'essayer de comprendre un petit peu la trajectoire de son pays, on l'a déjà dit un peu hier, mais il faut le répéter, il se divise en deux grandes cathédrales. La première, c'est les écrits du Goulag, et puis la seconde, c'est l'histoire qui serait l'histoire de la Russie avant le désastre, c'est-à-dire avant 1917, et qui s'appelle donc La Roue Rouge. Tous les écrits de Solzhenitsyn se partagent d'une manière ou d'une autre dans l'une ou l'autre de ces cathédrales. Et alors, il utilise, et c'est là où on rejoint les aspects stylistiques qui sont propres à l'écriture de Solzhenitsyn, une économie très spartiate de l'ornementation qui finalement se joue dans des moments qu'il a appelés des nœuds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Georges Niva, comment il se fait que Solzhenitsyn pense comme ça l'histoire et la littérature par nœud, c'est-à-dire par scène, par moment? Vous savez, il est historien. Il n'est peut-être pas un historien professionnel comme Le Goff, mais il est un historien un peu comme Jules Michelet, encore que, évidemment, Michelet passait ses journées et ses nuits aux archives. C'est pas le cas de Solzhenitsyn, qui utilise souvent des sources de seconde main. C'est ce qui fait la différence avec un historien professionnel, mais il a aussi fait appel à des sources de première main. Or, un historien, il doit découper son objet. La révolution russe, ça commence quand? Ça se termine quand? C'est un problème sans fin, parce que vous reculez toujours davantage pour les origines, et vous avancez toujours plus loin pour la suite. Vous pouvez aller jusqu'à aujourd'hui, en disant ça n'est pas fini. En tout cas, ça finit, disons, en 92, avec la chute du communisme. Et alors, ce travail de découpage, on le voit à l'œuvre, dans cette immense roue rouge. Mais c'est aussi stylistique, non? Ou alors c'est juste l'historien là non, qui parle? C'est mathématique. Et c'est le point par lequel vous pouvez faire passer une infinité de plans en géométrie. Donc il choisit ce point et puis il fait un immense éventail de plans qui passent autour. Lui-même est scientifique. Il est scientifique, il est mathématicien, et en plus il a quelque chose du classique, même du théâtre français, c'est-à-dire les trois unités, le temps, le lieu et l'action. Ivan Denisovitch, c'est ça, mais je peux démontrer que pour les différents tomes de La Roue Rouge, c'est ça aussi. Alors on va parler justement d'Ivan Denisovitch, et d'abord je voudrais qu'on se mette dans l'oreille la prose de Solzhenitsyn avec cet extrait qu'on écoute maintenant. 5 heures du matin. Comme tous les jours sonne le réveil, à coups de marteau sur le bout de rail qui pend près du baraquement de l'état-major. Les coups saccadés ont du mal à traverser les vitres et les 2 doigts de givre dont elles sont recouvertes, et bientôt, ça cesse. Il fait froid. Le gardien n'a aucune envie de sonner longtemps. Le son s'éteint. Dehors, tout est resté comme lorsque Choukov s'est levé en pleine nuit pour aller aux chiottes. C'est noir, tout noir, avec 3 lanternes jaunes qui donnent dans la fenêtre, 2 sur la zone de surveillance, 1 sur l'intérieur du camp. Ils ne viennent toujours pas ouvrir la baraque, et on n'entend pas les hommes de corvée enlever la tinette et l'emporter avec leurs barres de bois. Jamais Choukov ne dort après l'heure, toujours il se lève au signal. Avant le rassemblement, on a une bonne heure et demie de temps à soi dont on peut disposer sans rien devoir à l'administration. Or, celui qui connaît la vie des camps trouve toujours moyen de se faire des petits suppléments. Transformer une vieille doublure en housse pour les mitaines. Aller chercher les bottes de feutre bien sèches d'un type riche de la brigade et les porter jusqu'à son chalit pour qu'il n'ait pas à danser pieds nus autour du tas de bottes en vrac. Faire un tour au magasin, où il pourrait arriver qu'on ait besoin de quelqu'un pour donner un coup de balai, pour faire une commission, ou bien encore
aller ramasser les gamelles sur les tables du réfectoire et les déposer en pile à la plonge, là aussi, on reçoit un petit quelque chose à manger. Mais ce n'est pas les amateurs qui manquent. On s'y bouscule. Et puis surtout, s'il reste un rogaton dans une gamelle, on n'y tient plus, on se met à la lécher. Et Choukov a retenu une fois pour toutes les paroles de Kouziomine, son premier chef de la brigade, un vieux de la vieille celui-là, qui était déjà en train de tirer sa 12e année de camp en 43 et qui avait dit alors à ceux qu'on lui amenait du front, cela se passait près d'un feu, dans une clairière. Ici, les gars, la loi, c'est la taïga. Cet extrait, vous devez le connaître presque par cœur, Georges Niva, et pourtant vous l'écoutez encore avec une très grande concentration. Qu'est-ce que vous écoutez dans ce texte-là ? Vous voyez les coups sur le rail. Le réveil était sonné dans les grandes propriétés au XIXe siècle de la même façon. Le gardien se promenait avec une bûche ou une planche ou un bout de fer et il tapait dessus. Il passait, même la nuit, il tapait pour indiquer « on vous protège ». Et c'est devenu la façon de réveiller tout le camp. C'est le début de la journée, c'est le réveil. Et ça va aller jusqu'au fond. Cette journée, vous avez tous les modèles humains. Vous avez toute la comédie humaine, parce qu'il y en a quand même qui sont au service des autres. Il y a des petits boulots que fait Ivan Denisovitch. Et en même temps, bon, il se signe encore avant de manger. Et puis, il a gardé une certaine dignité. D'ailleurs, le titre est intéressant. C'était Chat 358, je crois. C'est le numéro de matricule de Solzhenitsyn, c'était Chat 262. Et Twardowski, l'éditeur de Novy Mir, lui a dit non, on peut pas avoir ça comme titre. Et c'est lui qui a trouvé d'Ivan Denisovitch. Ça, c'était très juste de la part de Twardowski, parce que Ivan Denisovitch, ça rétablit la dignité. Ça enlève le matricule et ça rétablit la divinité. Alors, il y a Ivan Denisovitch. Ensuite, 10 années plus tard, il y aura l'archipel du Goulag, mais c'est peut-être un petit peu la même chose d'une certaine façon, Georges Niva. Dans les deux cas, Solzhenitsyn est une sorte d'ethnologue de la tribu des Zèques. Il est aussi l'agiographe de ces martyrs que sont les gens relégués dans ces camps. Et puis, c'est aussi une confession personnelle de sa propre expérience. Donc c'est tout ça, l'archipel du Goulag et la journée d'Ivan Denisovitch. L'ethnologue, il s'en moque lui-même. Il est un ethnologue ironique. Voilà une tribu que les ethnologues comme, je sais pas moi, les Durkheim n'ont pas encore explorée. Et l'ironie, le sarcasme jouent un assez grand rôle. Même dans le titre, vous voyez, en russe, archipélag, Goulag, ça rime. L'archipel, c'est l'archipel grec, c'est les îles Ioniennes, c'est là d'où nous vient, c'est le berceau de notre civilisation grecque, et puis gréco-chrétienne. Et voyez ce que ça donne, un deuxième archipel qui est l'archipel du Servage. Oui. Alors, sur cette campagne qui a été lancée contre Solzhenitsyn à la suite de la publication de l'archipel du Goulag, il y a sûrement des choses à dire, Georges Niva, puisque c'est un petit peu inattendu, alors que la journée d'Ivan Denisovitch avait permis à Solzhenitsyn de devenir un grand écrivain russe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on explique à la fois ce retournement politique et puis comment Solzhenitsyn va-t-il le vivre, et j'ai envie de dire littérairement aussi. Qu'est-ce que ça va changer dans sa littérature ? Il faut voir la mort de Staline en 1953, qui correspond à la libération d'ailleurs de Solzhenitsyn, qui part en relégation à titre perpétuel. C'était sur les papiers officiels.
Wieczno, à perpétuité. Et à l'époque, il n'y avait aucune raison de ne pas y croire, que ce serait à perpétuité pour de bon jusqu'au bout de la vie. Mais voilà, le dictateur est mort, commence quelque chose avec Khrouchtchev en particulier. C'est lui qui donne le feu vert pour la publication et on propose Solzhenitsyn pour le prix Lénine. Mais le retournement, comment se fait-il ? Il y a pas de retournement. Il y a l'histoire de l'URSS, la chute de Khrouchtchev, la longue période de la stagnation. Si vous voulez, la Russie a perdu 20 ans. Elle aurait pu se libérer beaucoup plus vite si elle avait continué sur la voie de Khrouchtchev. Non pas qu'il était un libérateur modèle, non, mais ça allait vers la libération. Et avec Brejnev, ça a été un endormissement et la perte de toute l'intelligentsia qui a fui à l'étranger, les Rostropovitch, les Nureyev, etc. L'importance quand même de ce texte est immense. L'archipel, c'est le sommet d'une pléiade de divers ouvrages que le camp a fait naître. Et en particulier, c'est là où il faudrait comparer, et on va le faire d'ailleurs cette semaine, Solzhenitsyn avec Chalamov, parce que Chalamov lui-même est présent dans l'archipel du Goulag. Vous en parlez d'ailleurs vous-même dans un des textes du catalogue de l'exposition. Et c'est assez beau aussi ce qu'il dit Solzhenitsyn de Chalamov quand il dit « Chalamov parle de l'appauvrissement spirituel de tous ceux qui sont passés par les camps. Quant à moi, quand je rencontre ou quand je me rappelle d'un ancien zèque, je lui trouve toujours une personnalité. » Alors, il y a eu l'idée d'une collaboration entre les deux pour écrire l'archipel du Goulag. Et finalement, ça ne s'est pas fait, et heureusement, parce que le cheminement artistique et esthétique de l'un et de l'autre sont très différents. Pour Solzhenitsyn, il y a une sorte de développement, bien qu'il a ensuite utilisé la méthode des nœuds. L'âme et le barbelé, c'est un des livres de l'archipel du Goulag. Qu'est-ce que le barbelé transforme dans l'âme ? Eh bien, il démontre que finalement, il ne peut rien, le barbelé. Tandis que Chalamov, c'est un petit système de choses-trappes. Ce sont des récits de 1 ou 2 pages où on tombe de plus en plus bas. Et finalement, on est au fin fond de l'humain. Bien que, si on lit attentivement Chalamov, il se contredit. Il y a dans Vichera, dans la 4e Vologda, il peut dire au contraire que l'humain va gagner. Il est moins systématique que Solzhenitsyn, mais c'est peut-être ce qui fait la beauté des récits de la Kolyma. Allez, on va continuer à parler de l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn avec vous, Georges Niva, juste après la chronique de Marianne Payot. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marianne Payot, rédactrice en chef adjointe au service livre de l'Express. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors c'est d'un tout autre univers que celui des camps sibériens dont vous voulez nous parler Marianne aujourd'hui, puisque vous avez choisi d'évoquer le dernier Houellebecq, Sérotonine, qui paraît chez Flammarion. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi aussi je vais vous en parler, car c'est un événement. 4 ans après le raz-de-marée de Soumission, 800 000 exemplaires vendus, tout format confondu, Michel Houellebecq revient donc en librairie. De quoi tétaniser la planète littéraire. D'autant que Sérotonine est un grand roman dont le premier tirage de 320 000 exemplaires semble d'ores et déjà quasiment écoulé. Publié le 4 janvier, Sérotonine a déjà eu les honneurs de toute la presse française, ainsi que ceux des médias allemands, italiens et espagnols, autant de pays où, fait rare, le 7e roman de Houellebecq est publié simultanément. L'histoire. Elle met en scène les anti-héros classiques de l'auteur de La Carte et le Territoire, dont Florent Claude, cadre supérieur de 46 ans. Agronome de formation comme l'auteur, l'homme est passablement déprimé. Alors que la perte de sa libido est programmée pour cause de prise d'antidépresseurs, il revisite, au figuré comme au propre, ses amours passés.
soit 350 pages drôlissimes d'un récit plein de verve et de causticité que l'on dévore goulûment entre sourire aux lèvres et pincement au cœur. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi provocateur que d'habitude, Michel Houellebecq ? Oui, en tout cas, il joue la provoque dès les premières pages. L'espagnol est englouti, je cite, dans le porno hard, le cynisme et les stock options. Le hollandais est une race de commerçants polyglottes et opportunistes. L'anglais, je cite toujours, presque aussi raciste que les japonais, tandis que les bourgeois éco-responsables parisiens le répugnent. Cigarette au bec, verre de bière à la main, Houellebecq tape sec sur son punching ball. On le devine tout guilleré derrière son clavier, polissant ses diatribes. Les combats de l'auteur sont multiples et ancrés dans le paysage contemporain. Ainsi des ravages de l'hyperlibéralisme et de la politique de Bruxelles, notamment au sein du milieu agricole français. Ici aussi, on pleure et on se révolte. Mais en gilet vert. Houellebecq l'écrit, c'est le toujours plus qui nous tue. Le toujours plus de consommation, le toujours plus de productivité, et même le toujours plus de sexe. À force de trahir l'amour, ici sublimé, son héros se retrouve seul. Dans une solitude insondable, exécrable, un sentiment que Houellebecq décrit avec des mots aussi forts que justes. Le tout dans une subtile alternance, voire alliage, de plaisanteries et de considérations graves, de mots tendres et de vacheries. Et nous aussi, Marianne, on aura l'occasion, à la compagnie des auteurs, de revenir à notre façon sur le livre de Houellebecq en le mettant en perspective. Ce sera le 24 janvier. Mais il n'y a pas que Houellebecq en cette rentrée littéraire, si ? Non, ils sont même 493 romanciers à débarquer en l'espace de quelques semaines. Parmi eux, Pierre Jourde, qui nous propose avec son Voyage en Canapélie, publié chez Gallimard, un festival de bons mots, de tirades désopilantes, d'anecdotes savoureuses, de trouvailles linguistiques et d'habiles exercices d'autodérision. Dès l'entame, on sent qu'un bonheur de lecture va nous accompagner tout au long de ce récit roman. Ma grand-mère est morte en pleine forme. Tandis que claque cette première phrase, s'ébauche le portrait de cette mémé Noussa, aussi méchante et pingre que son couteau de bouchère était affûté. Elle fut particulièrement ignoble avec sa propre fille, la mère aimante et aimée de Pierre Jourde. Pourtant, cette dernière décide de garder l'horrible canapé-lit vert olive de la défunte et demande à ses fils de le convoyer jusqu'à la maison familiale du hameau auvergnat, celui-là même où Pierre Jourde faillit être lynché après avoir publié son Pays perdu. Et Pierre Jourde embarque le lecteur à son bord. Et oui, il l'embarque dans son jumper pour un voyage de rêve, Créteil-Lusso par les nationales, en compagnie de son frère Bernard, dit le génie du mal, de sa belle-sœur Martine et du fameux canapé-lit. Les paysages défilent, le récit, bric-à-brac d'histoire familiale s'envole. Les frasques du jeune Bernard, les chahuts de Pierre, les démêlés musclés avec les voisins, le passage épique du Mexique au Guatemala, ou encore les virées périlleuses en canoë, sont narrés avec humour, le tout entrecoupé par quelques évocations parfois salées des cités traversées. Briare, La Charité, Moulins, Ghana, Aigues-Perse. En comparaison, Houellebecq, avec sa ville de Niort, fait figure d'enfant de cœur. Parce que Houellebecq critique beaucoup Niort. Le lecteur, souvent pris à partie dans ce récit, ne s'ennuie pas une seconde durant ce road movie, d'autant que les scènes d'anthologie se succèdent. Souvent irrévérencieuses, comme on l'aura compris ce voyage, parfait élixir de bonne humeur. Merci Marianne Payot pour ces deux critiques. On retrouve votre signature, je le rappelle, dans les colonnes du magazine L'Express. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Alexandre Solzhenitsyn avec son traducteur et grand spécialiste de son œuvre, Georges Niva. C'est alors que Varsanofiev entendit quelque chose. Un appel de cloche. Ce n'était pas le carillon d'une église particulière, ni la sonnerie triste et grave qui conviait l'office du matin pendant le grand carême. D'ailleurs, l'heure était déjà passée, ni non plus Saint-Blaise, à côté de chez lui, qui gardait le silence, ni la dormition parmi les tombes, ni Saint-Nicolas des Charpentiers, ni l'intercession de la rue Levchine. Mais c'était une sonnerie puissante, inhabituelle, tout à fait intempestive. En 60 années de vie à Moscou, au même endroit, Dieu sait si Varsanofiev en avait entendu des carillons et des sonneries de cloches. Mais celle-ci n'était pas seulement intempestive, inexplicable par le calendrier ecclésiastique en ce vendredi matin de la 3e semaine de Carême, elle faisait l'effet d'un polisson au milieu de gens bien élevés, d'un ivrogne parmi des tempérants. Les volées étaient nombreuses, incohérentes,
rapide, grêle et sans la moindre harmonie, sans grâce, sans art. Paul Ivanovitch demeurait là, sans bouger, en proie au froid, mais aussi à une immense mélancolie, ou même au sentiment d'un désastre. Comme par dérision, au-dessus de tous ces repentirs, ces réflexions, ces supputations, riait aux éclats le turbulent carillon de la Révolution. Et, à présent, il y comprenait de moins en moins dans le destin de la Russie et dans sa propre vie. Un extrait de La Roue Rouge, lu par Nicolas Struve. Qu'est-ce que c'est que ce carillon de la Révolution, Georges Nivard? Il y a plusieurs cauchemars de ce personnage attachant. Les deux garçons russes que l'on a dans ce roman, Sania et son ami, Sania étant l'alter ego de Solzhenitsyn, ou plutôt son père, tolstoïen qui rend visite à Tolstoï, et puis l'ami étant plutôt hegelien. Et il voit à la bibliothèque Roumiantsev plusieurs fois ce personnage à qui il donne le surnom de l'astrologue. Et finalement, il l'accoste, l'autre les invite à prendre une bière. Il est un petit peu chargé d'interpréter la Révolution. Il a écrit dans le recueil Les Jalons de 1909, qui était plus ou moins dirigé par Berdyaev et qui protestait contre l'intelligentsia russe qui voulait constamment plus de justice et oublier la vérité. C'était les deux sens du mot pravda. Et il disait, il faut quand même que nous en arrivions à détacher la pravda justice de la pravda vérité. Il peut y avoir une pravda vérité qui est différente de la pravda justice. Alors l'astrologue est montré comme un des 9 contributeurs à ces jalons, qui ont soulevé l'ire des 2 tiers de l'intelligentsia russe, en particulier Merezhkovsky d'un côté et Lénine de l'autre. Vous pouvez prendre les œuvres complètes de Lénine, vous avez un article Furibard contre, en somme, l'astrologue. Oui. Mais alors, est-ce que cette seconde fresque, La Roue Rouge, a pour vous la puissance de la première, l'archipel du Goulag? On a vu en quoi ces deux fresques étaient liées l'une à l'autre. Vous dites, vous nuancez un petit peu sa valeur, entre guillemets, en disant qu'elle pêche par un certain didactisme. Est-ce que vous le pensez toujours à ce micro aujourd'hui? Oui, il y a il a beaucoup hésité sur la technique. Par exemple, il a emprunté la technique au roman de l'américain Dos Passos, qui était très aimé et traduit en URSS à la fin des années 20, c'est-à-dire le montage d'articles de journaux, le montage de faits divers. Alors, ça joue un très grand rôle dans les premiers nœuds, et puis ça diminue, et puis ça disparaît. Une autre technique, c'est le scénario de film. On voit des films. Cette roue rouge, on la voit qui dévale une colline et qui est une roue de feu. Il y a toujours comme dans le premier cercle un peu l'échange des regards et en même temps l'échange des paroles. Il essaye de pénétrer dans chaque personnage. On peut lui reprocher, parce qu'en somme, il essaye de pénétrer dans les bons, les mauvais, les ineptes, les généraux incapables. On voit par leurs yeux. C'est une des forces aussi, c'est que à certains moments, on a l'impression qu'il n'impose pas une leçon. Maintenant, ce portrait du monarque, ou bien ce portrait de l'impératrice, c'est un peu trop long. Ça dépasse les capacités de lecture du lecteur d'aujourd'hui. Ça aurait pu être beaucoup plus long encore, parce que il n'a pas écrit l'ensemble de ce qu'il avait prévu d'écrire. C'est-à-dire qu'il avait prévu 20 nœuds, il en a écrit 4. Les 4 font 6600 pages en petite typographie. Alors s'il en avait écrit 20, et le dernier nœud s'achève
par le résumé des nœuds absents. Je bonne crois que ça méthode. aussi, c'est quelque chose de nouveau dans la littérature mondiale. Disons, Balzac nous a pas laissé, ni Zola, un résumé des tomes qu'ils auraient pu Il a écrire. considéré qu'il avait fini, en 1917, 18, En ça avril suffisait. 17. Ouais. En avril 17, c'est-à-dire en mai, puisque c'est dans l'ancien calendrier. Il explique pourquoi, au début de ce résumé, qui est très intéressant, il y a d'abord les raisons biologiques. Il se rend bien compte qu'à son âge, vouloir écrire encore 16 nœuds, c'est un petit peu de la vanité. La biologie ne lui permettra pas. Mais il y a une deuxième raison, c'est que en fait, j'ai déjà trouvé la clé. Et cette clé, c'est celle qui va donner dans le manuscrit de deux révolutions, la française et la russe, c'est-à-dire le sinistrisme, comme disait Robert Aron en lisant Solzhenitsyn. Le fait qu'on va toujours plus à gauche, que les modérés sont toujours bousculés dans l'attelage des réformes qui veulent devenir des révolutions. Toujours plus à gauche ou toujours plus aux extrêmes? La gauche extrême, la terreur. L'établissement de la terreur en 93 en France, l'établissement très rapide de la terreur par Lénine, les guerres civiles, la guerre civile russe, la guerre civile française. Il mène de façon assez précise, vous savez, la comparaison entre les deux. Et c'est vrai qu'en un certain sens, les acteurs de la révolution russe avaient en tête la révolution française. Et pas seulement les libéraux, ou bien ceux qui pensaient girondins ou montagnards russes, mais également le monarque et également l'impératrice. Qui finalement agit assez peu, explique Solzhenitsyn, pour contrer les révolutionnaires. Oui, il est faible, mais la beauté du portrait qu'il fait du monarque, c'est... Bon, on peut pas dire qu'il soit laudateur du monarque ou un éloge de la monarchie. Alors ça, pas du tout, c'est un drôle d'éloge. En revanche, c'est un des personnages qui prie. Une fois qu'il est prisonnier à Tsarskoye Selo, la prière du monarque est très touchante. C'est la prière d'un quelqu'un qui a échoué et qui demande pardon pour tout l'insuccès. Il y a quelques moments de prière dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Il a lui-même écrit 2 prières que l'on voit dans le recueil de ses petits poèmes, les miniatures. Et alors cette idée que les modérés, finalement, dans les révolutions, ne peuvent pas l'emporter, comment est-ce qu'il l'argumente? Parce qu'il est aussi historien, essayiste à ce moment-là. Il prend par exemple la figure de Pavel Milioukov, qui est une des figures de proue des modérés en Russie, historien, parlementaire, leader d'une fraction à la Douma, et il regarde Milioukov, il le voit emporté comme un fétu dans ce torrent de la révolution. Et d'ailleurs, ça c'est un des côtés que personnellement j'aime bien dans La Roue Rouge, il évolue vis-à-vis de ce personnage Milioukov. Quand il réapparaît dans Avril, il y a une certaine sympathie pour ce fétu de paille qui est emporté. Qu'est-ce que c'est que ce titre, Georges Niva, La Roue Rouge? À quoi ça fait référence? Bon, écoutez, moi je lui ai envoyé une carte postale quand j'étais à Venise. C'était une mosaïque de Murato qui représentait une roue rouge. Ça peut être la roue du destin. La roue se trouve dans la symbolique de toutes les religions, de tous les mythes. Et je lui ai envoyé cette roue rouge. Ça lui a beaucoup plu. J'ai reçu une lettre en disant... D'ailleurs, il le met dans ses mémoires d'exil. Ça donnait du sens à sa roue rouge. Mais initialement, si vous voulez, c'est le fait que ça roule, ça dévale, et ça entraîne beaucoup de sang. C'est rouge de sang.
C'est rouge de sang, et comme vous le disiez tout à l'heure, Georges Niva, ça ne signifie pas que ailleurs dans le monde, il n'y ait pas aussi de roux, rouge de sang qui dévalent. Et c'est pas toujours, nous dit Solzhenitsyn, là où on croit que ces roux finalement font beaucoup de dégâts. Peut-être est-ce le moment de dire un mot sur la vision de Solzhenitsyn de l'Occident, qu'il a beaucoup critiqué une fois qu'il est passé justement à l'Ouest. Qu'est-ce qu'il critiquait exactement? L'absence de conscience spirituelle de cette partie du monde selon lui, c'est ça? Bon, il faut voir ça, si vous voulez, ses convictions à lui, son idéologie à lui. Son idéologie morale, spirituelle, c'est l'auto-limitation. L'homme doit s'auto-limiter. Ça veut dire la morale, avoir une morale personnelle? Non, c'est cesser d'exploiter autrui et la planète. C'est l'auto-limitation dans la consommation des objets. Ça c'est dit en toutes lettres et bien avant aujourd'hui. Vous avez quand même des articles de Solzhenitsyn, vous pouvez enlever son nom, ça passe très bien aujourd'hui, mieux qu'on ne le croit. Et l'autolimitation, il l'apprend chez les vieux croyants russes. Il a lu beaucoup de vieux croyants. Il n'est pas lui-même passé à la foi des vieux croyants, mais il joue un très grand rôle dans son œuvre, comme d'ailleurs dans toute la culture russe, mais ce serait un petit peu long à expliquer. Alors il y a l'autolimitation, il y a ne pas vivre dans le mensonge, c'est-à-dire refuser soi-même de prononcer les formules sacramentelles qu'on te demande, où que ce soit à l'école, à la radio, dans la rue, si tu n'y crois pas, si elles ne sont pas tiennes. Et puis il y a aussi la démocratie par le bas, c'est-à-dire par le Zemstvo, par les petites unités territoriales. Donc vous êtes en train de nous expliquer, Georges Niva, que Solzhenitsyn est en fait quelqu'un qui nous est très contemporain, alors qu'il a plutôt l'image d'un personnage tourné précisément vers le passé et d'un certain refus de la modernité. D'ailleurs, quand dans un de ses poèmes qui s'appelle Le Caneton, il explique que on ne fera jamais un caneton avec de la science, c'est un peu ça qu'il dit quand même, ce rejet de la technique moderne. Oui, ça c'est plutôt, si vous voulez, le miracle de la vie. Enfin, il cite précisément, il dit on ne fera jamais par éprouvette, même avec des os et des plumes, un caneton comme celui-là. Oui, je pense qu'il a raison. Ces miniatures, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il en a écrit avant la Roue Rouge et après. Pendant la Roue Rouge, je n'écris pas ces petits poèmes en prose qui sont dans la tradition de Ivan Tourgueniev, qui a lancé la tradition des poèmes en prose, c'est-à-dire une demi-page, une page, un quart de prose. Il y en a qui sont absolument splendides, qui expriment la joie de vivre quand tu sors du bagne. Et que, il se retrouve sous un pommier, il sent l'odeur du pommier, il regarde autour, ce sont des HLM, d'où ça hurle dans tous les coins, mais néanmoins, si tu peux humer ce pommier, tu es encore en vie et la beauté du monde est encore là. Mais tout de même, il y a l'idée chez lui que le monde n'a jamais été aussi terrible que... dans ce XXe siècle, et il y a donc une nostalgie quand même du passé chez Solzhenitsyn. Non, je pense pas. Bien sûr, il n'a jamais été aussi terrible, et qui pourrait dire le contraire. Ça n'entraîne pas automatiquement une nostalgie, sauf peut-être pour le Zemstvo, parce que le Zemstvo, c'est un self-government qui a été instauré par Alexandre II, qui n'a pas été supprimé par son fils Alexandre III, qui était pourtant assez réactionnaire. Et pour donner un exemple, Anton Tchekhov était un médecin de Zemstvo, c'est-à-dire il était employé par un Zemstvo, jusqu'à ce que ses revenus littéraires lui permettent de démissionner, mais il continuait à exercer bénévolement. Donc vous voyez, il y a quand même ces trois éléments: autolimitation, la démocratie par le bas et ne pas mentir, qui sont, je crois, le cœur. Alors si on veut comprendre ce qu'il pense de l'Occident, il faut réfléchir à ça. Merci Georges Niva.
Et on peut conseiller à nos auditeurs qui voudraient aller plus loin le cahier de Lerne que vous avez dirigé consacré à Solzhenitsyn qui a été réédité en 2018, mais également le catalogue de l'exposition qui s'achève malheureusement demain à la mairie du 5e arrondissement de Paris et qui s'intitule Alexandre Solzhenitsyn, un écrivain en lutte avec son siècle. C'est aux éditions des Sirtes. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne Vanessa Prévost, Didier Pinault, Stéphanie Vélin et Jacques Hubert. Demain, une autre perspective sur le goulag. Nous retracerons la vie d'Ivan Chalamov. Ce sera avec Sophie Bénèche. Mais tout de suite, voici le retour de la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour et bonne année et beaucoup de poésie et surtout bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Mon très cher amour, pourrais-tu sortir les ordures, les têtes de poisson dont les chats n'ont pas voulu? Les enfants dorment, je ne les entends pas respirer. Seras-tu mon ami, me protégeras-tu du mal? Les poissons morts, éloigne-les, je t'en prie. Poème de A.T. Jones, chacun y trouvera la métaphore de son choix, un poisson mort ou pas. Ah, allez, c'est reparti. Bonne année la compagnie. Bonne année. Vous étiez là hier? Ah, c'était cool. Oui, vraiment cool. Il faut pas hésiter à étirer. Hein. Cool, comme dans Beat Attitude. On est là-dessus cette semaine. Femme poète de la Beat Generation. Tiens, tu passes le poème d'hier? Ouais, le poème d'hier. Tu le repasses? Amour hardcore. Ah, super. À qui se reconnaîtra? Est-ce que tu me crois quand je te dis tu es beau? Ici, debout, je te regarde hors de la vision de mes yeux et dans la vision de tes yeux. Et je te vois, et tu es un animal, et je te vois, et tu es divin, et je te vois, et tu es un animal divin, et tu es beau. Le divin n'est pas séparé de la bête, c'est la créature totale qui se transcende elle-même. Le Messie qui a été invoqué est déjà là. Tu es le Messie qui attend de renaître dans la conscience. Tu es beau. Nous sommes tous beaux. Oui, non, c'était pas une diction masculine narcissique. Nous sommes tous beaux. L'interprétation se veut égalitaire, équitable, se défend d'avoir outrageusement féminisé sa voix. Hein. Je me prends tel que je suis, ni trop mal, ni super belle. Je le sais. Tu es beau. Nous sommes tous beaux. Tu es divin. Nous sommes tous divins. La divinité transparaît dans sa propre reconnaissance. Accepte l'être que tu es et illumine-toi de ta propre clarté. Ouais, super, cool. Et le poème de l'illumination, oui mais je l'ai déjà dit hier, oui mais tu peux le redire, ça tourne comme un mantra, c'est beau. C'est aussi un poème de Léonore Candel. Nous avons tous été frères, hermaphrodites comme les huîtres, offrant nos perles avec insouciance. Personne n'avait encore inventé la propriété, ni la culpabilité, ni le temps. Nous regardions les saisons passées, cristallins comme la neige, et nous fondions en de nouvelles formes, tandis que les étoiles tournoyaient autour de nos têtes. Nous ne connaissions pas encore la trahison. Oh, il y a des lendemains de fête qui se préparent. Nous étions des perles, des ennuis transmués en éclats et offerts. Avec insouciance, nos perles devinrent plus précieuses et nos sexes statiques. Notre mue fit naître une carapace, nous consûmes différentes langues, des mots nouveaux pour des concepts nouveaux. Nous inventâmes des réveils, des barrières. La loyauté, pourtant, encore aujourd'hui, en feignant la communion, infinie perception. Jacques Bonafé, merci, à demain.